Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé « Publier en anglais ou périr, défis et perspectives pour la recherche en français au Canada ». Je m'appelle Annie Pilote et je suis doyenne par intérim à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval. Je suis également vice-présidente du conseil d'administration de la Fédération des sciences humaines. Aujourd'hui, je vous parle depuis les terres sur lesquelles se trouve l'Université Laval. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, je rends hommage au premier peuple de ces lieux. Étant à la croisée du Niuwensiu du peuple Huron-Wendat, du Ndakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamekw et du Wolastoquk du peuple Wolastoqey, je tiens à honorer nos relations les uns avec les autres. Ce webinaire est organisé conjointement par la Fédération des sciences humaines et l'ACFAS. Dans le cadre de nos priorités à la Fédération, c'est pour nous un honneur de collaborer avec l'ACFAS à l'avancement des sciences et des sciences humaines au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Dans le cadre du 100e anniversaire de l'ACFAS et en s'appuyant sur les consultations pan-canadiennes sur les langues officielles de 2022, ce webinaire s'articule autour des conclusions et des recommandations politiques du récent rapport de l'ACFAS, Portraits et défis de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada, ainsi que de l'impact possible du projet de loi C13, une loi visant à modifier la loi sur les langues officielles, donc l'impact sur la mise en œuvre de ces recommandations. Avant toute chose, quelques petites remarques logistiques. Aujourd'hui, nous offrons une interprétation simultanée du français vers l'anglais, ainsi qu'un sous-titrage codé dans les deux langues. Ces options se trouvent au bas de votre écran. La conversation se déroulera majoritairement en français et sera enregistrée. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Alors d'abord, je souhaite la bienvenue et je remercie Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS. De même, M. Éric Forgue, directeur de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Je remercie également M. Carl Bélanger, conseiller politique à l'Association canadienne des professeurs d'université, M. Mbaye Diouf, professeur agrégé de littérature francophone et française à l'Université McGill et aussi président de l'Association internationale d'études des littératures et des cultures de l'espace francophone. Également parmi nous aujourd'hui, Gabriel Miller, président et chef de la direction de la Fédération des sciences humaines, qui interviendra comme discutant. Alors, je remercie à l'avance tous nos panélistes pour cette discussion qui s'annonce passionnante. Alors, je vais me tourner tout d'abord vers Éric Ford pour la première question, mais j'aimerais évidemment inviter tous les panélistes à ne pas hésiter à intervenir là, si vous souhaitez compléter, ajouter des remarques aux questions qui sont posées. Alors, pour lancer la discussion, M. Ford, pourriez-vous nous mettre en contexte? Quelles sont les principales données ou conclusions du rapport Portraits et défis? Merci, merci de la présentation et de l'invitation. Les constats qu'on a faits dans le rapport de l'ACFAS sont préoccupants. Si j'avais à résumer très rapidement, les données montrent qu'il y a un déclin de l'espace de la recherche en français, et ce, dans tous les domaines scientifiques. C'est vrai à l'échelle internationale, mais aussi au Canada. Il y a beaucoup de données. Hein, si vous pouvez aller dans le rapport, là, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Là, je vais seulement faire ressortir ici là, quelques grandes tendances là, qui ressortent, en me concentrant surtout sur le Canada et la francophonie canadienne. Il y a une première section qui porte sur les analyses bibliométriques de Vincent Larivière, qui ont montré que la grande majorité des articles publiés dans les revues canadiennes le sont en anglais. C'est presque la totalité des articles dans les sciences naturelles et médicales. C'est la grande majorité, plus de 95 % dans les sciences sociales, plus de 90 % dans les arts et humanités. Cette tendance s'accompagne d'une augmentation du nombre de revues qui sont créées en anglais au pays. La proportion de revues créées en anglais passe de 60 % dans les années 1970 à plus de 90 % depuis 2005. En parallèle, la proportion de revues créées en français diminue d'autant et depuis 2005, elle représente à peu près 5 % des revues qui sont créées. Pour ce qui est des revues bilingues, les proportions des articles en français sont très faibles,
dans certaines revues. On pense à une revue en sciences économiques, dans les sciences physiques. Et si on regarde maintenant la langue des articles publiés dans les universités francophones ou bilingues dans le domaine des sciences sociales et humaines, on voit là aussi un déclin assez significatif des articles qui sont publiés en français. Le déclin est souvent de la moitié entre les années 1980 et les années 2010. Juste quelques chiffres. Par exemple, on passe de 22 à 8 des articles publiés en français à l'Université d'Ottawa, de 11 à 5 à l'Université Laurentienne. On passe de 70 à 22 à l'Université Saint-Boniface, de 45 à 25 à l'Université de Moncton, donc 2 universités francophones. On a noté une exception à l'Université Sainte-Anne, où là, on a vu une augmentation du pourcentage des articles publiés en français pour la même période. C'est préoccupant parce que l'anglicisation de la recherche touche ici des institutions qui contribuent au projet de faire société en français. On a constaté les mêmes tendances concernant les demandes, la langue des demandes de financement faites aux agences subventionnaires. On voit là aussi un déclin et de faibles taux dans les 4 grandes agences. Les taux oscillent entre 5 et 10 aux IRSC, CRSNG et à la FCI. Au CRSH, les taux sont passés d'environ 24 à 14 entre les années 90 et 2019. On a fait aussi un sondage auprès des chercheurs francophones en dehors du Québec, qui a aussi montré l'anglicisation de la publication de la recherche dans les communautés francophones et aussi dans les universités, parce qu'il y a un pourcentage aussi de professeurs francophones qui travaillent dans les universités anglophones. On a cherché à savoir pourquoi, c'était quoi les perceptions, pourquoi c'est important de publier en anglais. On l'a constaté que c'est surtout pour les professeurs important dans les revues internationales, puis les revues nationales en anglais. Quelles sont leurs motivations de publier en anglais? La majorité disent que c'est pour rejoindre un plus grand auditoire dans leur domaine d'expertise, pour que leur publication soit davantage citée, pour gagner en crédibilité sur la scène internationale, pour faire avancer leur carrière, avoir des meilleures chances d'obtenir des subventions, pour s'inscrire dans une communauté de recherche internationale. Toutes ces motivations apparaissent dans des proportions plus élevées du côté des chercheurs dans le domaine des sciences naturelles, du génie, de la santé, etc. On nous dit aussi qu'il y a moins de reconnaissance, moins de visibilité pour la recherche qui est faite en français, qu'il y a peu d'importance accordée aux publications en français pour l'avancement de leur carrière. Donc, ces données ont permis de prendre la mesure et de prendre conscience de l'ampleur de l'anglicisation de la recherche. Elles reflètent un environnement de la recherche, un contexte institutionnel qui valorise les publications dans les revues anglaises. Ces constats nous placent devant un choix. Soit on continue de jouer selon les règles actuelles, au risque de voir l'espace de la recherche en français disparaître, à part peut-être dans certaines niches, soit on revoit les règles du jeu pour promouvoir l'espace de la recherche en français. Changer les règles du jeu, puis je conclus ici, ça demande une intervention institutionnelle. Qui dit intervention institutionnelle dit intervention d'acteurs qui ont un effet structurant sur l'espace de la recherche. Je pense au gouvernement canadien, aux agences subventionnaires, je pense à la Fédération des sciences humaines, à l'ACFAS, à l'ACUFC, l'Association des collèges et universités francophones du Canada, quand je dis de la SCUFC, et aux universités. Je m'arrête ici. Merci. Merci, M. Fogg. Vous avez soulevé plusieurs défis qui se posent aux chercheurs et chercheuses qui tentent de mener et de publier des recherches en français. Je vais me tourner maintenant vers M. Diouf. Alors, j'aimerais vous inviter, M. Diouf, à nous partager les défis que vous avez vous-même observés en publiant vos travaux en français. Quels sont les défis des membres de l'Association internationale d'études de littérature et culture de l'espace francophone ont-ils partagé avec vous? Alors, je vous remercie beaucoup de cet intéressant webinaire qui vient vraiment à point nommé. Et je pense que l'exposé d'Éric a vraiment fait le tour. Alors, nous, en tant que spécialistes de littérature francophone, c'est-à-dire des enseignants qui enseignent les littératures en français, mais hors du Québec et hors de la littérature occidentale de façon générale,
Donc, ça veut dire que notre territoire couvre autant les littératures, on va dire, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Antilles, et même du Moyen-Orient, voire de l'Asie, mais qui sont écrites en français. Ce qui arrive, nous, chercheurs francophones du Québec, c'est qu'on est installé dans une province qui est très sensible déjà à l'idée de minorité linguistiques de façon provinciale dans un Canada anglophone. Et cette problématique-là est encore décuplée dans les autres provinces où on a plusieurs minorités francophones, mais vraiment entourées d'une majorité anglophone. Alors, la question spécifique de notre situation, c'est qu'elle est institutionnelle à la base. C'est que les littératures francophones sont considérées comme des littératures, on va dire, pas nécessairement secondaires, mais qui ne sont pas la première priorité des enseignements, de l'histoire, etc. au Québec. Ce qui fait que quand on est chercheur francophone, on agit, on réfléchit, on publie comme à partir d'une minorité de la minorité, si vous voulez. Ce qui accentue beaucoup la problématique à notre niveau. Et il y a énormément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a un énorme intérêt francophone. On le voit vraiment dans la carte scolaire, on le voit dans l'accueil des chercheurs et des littéraires francophones dans les universités. On le voit l'intérêt des étudiants qui sont intéressés aux littératures francophones dès le cégep des fois et qui continuent à faire des mémoires, des thèses vraiment. On le voit également dans une plus grande connaissance des acteurs, des auteurs et des créateurs francophones d'une certaine manière. Donc, il y a une médiatisation qui se fait et qui fait que ces auteurs-là sont connus, mais ce n'est pas proportionnel par rapport à la diffusion de leur recherche ou même de leur création, et ce n'est pas proportionnel également par rapport à la place qu'ils devraient occuper au Québec, par exemple. Ce qui fait que ce qu'on essaie de faire ici, c'est de vraiment demander une plus grande soutien peut-être à l'édition francophone. Et cette édition-là se fait de plus en plus dans les universités. Quand on est chercheur francophone, on peut publier dans des revues universitaires en français. Mais quand on est un enseignant francophone qui enseigne dans une université anglophone, donc qui a déjà un public beaucoup plus réduit, donc qui va toucher beaucoup moins les gens, ses interlocuteurs directs, on va dire, de façon géographique, dans sa région ou dans sa ville, ces auteurs-là n'ont comme premier point d'appui que les revues en français, que les revues universelles en français, ou encore même des revues internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces auteurs-là doivent comme se battre sur les deux bords. Non seulement être présents en recherche dans la langue en français, qui n'est pas parfois leur langue maternelle, mais également être présents en anglais pour se donner plus de visibilité. Et c'est une équation permanente. C'est vraiment une équation permanente avec laquelle on doit tous lutter, que ce soit les enseignants de notre association ou même les enseignants de toutes les autres littératures francophones qui sont éparpillées un peu dans les autres provinces du Canada. Je veux dire par là que les questions se rejoignent, par rapport à être un penseur ou bien un créateur francophone au Canada, voire même en Amérique du Nord. Mais ces questions-là peuvent être pour avoir des connotations beaucoup plus prononcées, dépendamment du bord ou de la périphérisation de laquelle on parle. Donc, je peux m'arrêter là en attendant de développer plus tard. Merci beaucoup. Alors, nos deux premiers panélistes nous ont bien décrit de multiples défis qui se posent aux chercheurs et chercheuses francophones. J'aimerais inviter peut-être Mme Montreuil à ouvrir sur les pistes de solutions. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de réalisation et de publication des travaux de recherche en français et quelles sont en particulier les recommandations qui ont été faites par l'ACFAS pour surmonter ces défis? Où en sommes-nous par rapport à tout ça aujourd'hui? Merci beaucoup, chère Annie et distingués panélistes. Je suis très heureuse et très fière d'être à votre côté cet après-midi. I'm really honored to be a part of this important panel, and I thank the Federation and its team for the invitation. Peut-être qu'avant de répondre, je me permettrais de dire, Monsieur Diot vient de parler, j'ai noté une formule, il faut se battre sur les deux bords. Il y a des enjeux importants. Je ne sais pas s'ils sont de l'ordre de la bataille, mais c'est sûr qu'on est à un moment critique
J'espère que le panel que nous tenons aujourd'hui va inciter, va ouvrir à des actions de la part d'individus et de la part des organisations. Je vais peut-être donner une précision que je donne souvent. On n'est pas, je vais me dédire d'une certaine façon, on n'est pas dans une bataille contre le fait de publier en anglais ou de publier dans toute autre langue. Il est absolument nécessaire qu'il y ait des recherches qui se fassent dans de multiples langues et que ces recherches puissent être publiées et diffusées. La question qu'on pose, nous, c'est la question de l'équité dans un pays bilingue comme le Canada pour que les chercheurs qui veulent travailler, enseigner, étudier, faire de la recherche en français et publier en français puissent le faire dans des conditions égales à celles de leurs homologues anglophones. Donc, et c'est cette situation-là qui est critique. Alors, je reviens, pardonnez-moi de m'être écartée. Il y a plusieurs choses qui peuvent envisager. Comment on peut, how can we improve the conditions for conducting and publishing research in French? It will be achieved through two main avenues. Financial support, what a surprise, and recognition. Je vais poursuivre en français. Donc, un meilleur soutien financier de la part du gouvernement fédéral, disons-le, et de la part des gouvernements provinciaux pour la recherche en français. On a besoin de programmes qui vont soutenir la vie scientifique en français. Il y en a de la vie scientifique sur les campus bilingues, sur les campus anglophones. Il y a des profs, il y a des étudiants qui ont à cœur de faire vivre leur langue et leur recherche en français. Donc, on a besoin, et ça, c'est partout à travers le Canada, on a besoin de programmes qui vont reconnaître l'utilité de cette vitalité et de vraiment la nourrir. Même chose, on aurait aussi besoin de programmes qui financent la vulgarisation des recherches en français. On peut comprendre parfaitement que dans certains domaines, publier en anglais soit le premier choix pour la qualité du dossier universitaire. S'il y a des programmes de vulgarisation, on pourrait par contre avoir des professeurs et des chercheurs qui pourraient s'adresser, vulgariser leurs recherches dans des soirées, des causeries, en français et à tout le moins transmettre le résultat de leur recherche à un plus large bassin. Référence à Eric Ford, 5% des revues qui ont été créées depuis les années 60 au Canada, 5% sont des revues en français. C'est épouvantable, donc on a besoin d'avoir un soutien pour maintenir les revues existantes qui souvent sont tenues à bout de bras par des bénévoles et, s'il vous plaît, inciter qu'elles puissent se développer et inciter à la création d'autres revues. Deuxième point, et j'essaie de me faire plus brève, c'est la question de la reconnaissance. On est à un point critique et je pense que l'ensemble de la société, l'ensemble des milieux de la recherche, les établissements, les conseils, le gouvernement, les conseils subventionnaires, le gouvernement fédéral, tous doivent s'assurer que la recherche en français, elle est valorisée. Encore une fois, pas au détriment ou au désavantage d'une autre, qu'elle est valorisée en soi. Et je pense que là, on a besoin d'un effort commun pour y arriver. Et je dirais que je vais me permettre de donner l'exemple de choses qui existent. Si on a un mouvement, il y a un élan des gouvernements, une écoute qui va éventuellement mener à des programmes ou des actions, par exemple dans le plan d'action sur les langues officielles, il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur le terrain, dans les campus, dans les établissements, dans les organisations comme la nôtre. Nous, on a 6 antennes régionales à travers le Canada tenues par des bénévoles. Donc, peut-être qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait déjà et chercher à alimenter ça et à consolider les choses qui existent, peut-être même avant d'en créer d'autres. Déjà, ça serait un point névralgique vraiment, vraiment très, très fort. Peut-être dernier élément, mais là, ça va un peu au-delà de ce que notre capacité à faire. Tout investissement, tout investissement dans la recherche en français est un investissement dans la recherche.
les populations, les communautés, les États, les pays ont besoin qu'il y ait de la recherche qui se fasse dans leur société. C'est un moteur de prospérité, c'est un moteur de développement, d'enrichissement des communautés et soutenir la recherche en français, c'est aussi soutenir la vitalité de recherche menée au sein de sa population pour éventuellement avoir des politiques publiques qui vont tenir compte de situations réelles, concrètes, vécues dans ce grand pays qu'est le nôtre. Je m'arrête ici. Merci, Mme Montreuil. Alors, vous nommez bien l'importance du soutien des gouvernements pour s'attaquer à cette question-là. J'inviterai M. Bélanger à nous exposer le rôle que peut jouer le gouvernement fédéral à cet égard et en particulier, quel est l'impact possible du projet de loi C-13 sur la publication de la recherche en français? Bonjour à tous. Merci à l'ACFAS et la Fédération des sciences humaines pour l'invitation. Évidemment, le rôle du fédéral, c'est une question très vaste, des capacités très vastes. On va commencer par le plus petit morceau, c'est-à-dire le projet de loi C-13, qui est présentement à l'étude et on verra s'il y aura des amendements qui seront amenés suite à l'étude en comité. Mais quand on regarde le projet de loi C-13, je pense que ça vaut la peine de regarder le fait qu'on retrouve le mot postsecondaire à 3 reprises dans le projet de loi. Une fois dans le sommaire, une fois pour dire que le gouvernement fédéral s'engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires. Et aussi des mesures positives visant à appuyer des secteurs essentiels à l'épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l'éducation, depuis la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires, la santé, la justice, l'emploi, l'immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d'institutions fortes qui desservent ces minorités. Quand on lit ça comme ça, tu peux ajouter 100 000 $ et oui, tu vas renforcer positivement les possibilités pour les minorités francophones. Le problème en est un de ressources. Alors, on peut mettre les projets de loi qu'on veut, on peut mettre les principes qu'on veut, on peut dire qu'on va défendre et promouvoir, mais lorsqu'arrive une situation et qu'on n'agit pas, comme c'était le cas, par exemple, dans le cas de l'Université Laurentienne, bien, on a failli à notre mission et le projet de loi ne changera rien, même lorsqu'il sera adopté. La clé, évidemment, pour le gouvernement fédéral, c'est de devenir un véritable partenaire. So we think that the federal government really needs to become a real partner when it comes to post-secondary education and research. And if you look at the numbers, and this is where it's really interesting, back in the 70s, late 70s, early 80s, 0.5% of Canada's GDP was spent by the federal government on post-secondary education in terms of core funding. In the 90s, this went down to 0.40%. And then in the 2015-2016 budget, we were down to 0.20%. So the trend is going down. And if you're looking at the numbers today, 0.5% of the GDP would mean a whole lot of money. En fait, quand on regarde les chiffres actuels en termes de PIB du Canada, la Banque mondiale estime que c'est 1 990 milliards de dollars. Si la part du financement fédéral était de 0,5% du PIB, comme ça l'était dans les années 70-80, on parlerait de 100 milliards de dollars en investissement en éducation postsecondaire et à la recherche. On est loin du compte, évidemment. Et quand on prend cette partie-là et qu'on extrapole ce qui pourrait être alloué aux institutions postsecondaires francophones ou bilingues à travers le pays et au service d'aide à la recherche en français, il y aurait beaucoup d'argent à aller chercher. Alors, est-ce que le fédéral va se contenter des vœux pieux et des énoncés de principe qu'on voit dans le projet de loi C-13, ou si on va véritablement mettre les ressources et faire des partenariats avec les provinces, avec les institutions postsecondaires pour s'assurer de la pérennité de l'éducation en français à travers le pays. La question est là, et quand on voit les discussions qui ont eu cours il y a quelques semaines, quelques jours à peine sur la santé, ben, ça peut nous amener plusieurs points d'interrogation. Bien, merci beaucoup. Vous nous ouvrez sur les prospectives. Évidemment, j'aimerais que tous les membres, peut-être du panel, partagent aussi leur
leurs avis sur les recommandations qui pourraient être faites au gouvernement fédéral pour soutenir la recherche en français. Et peut-être plus particulièrement, qu'attendez-vous des consultations pan-canadiennes sur les langues officielles qui ont cours en 2022? Alors, allez-y. Mais peut-être que je peux continuer sur ma lancée. Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que ça prend, et nous pensons à l'ACPU que ça prend une stratégie pan-canadienne. Et il faut vraiment miser sur un partenariat avec les provinces et aussi avec les territoires pour obtenir, et c'est la clé de tout ça, un financement fédéral suffisant, stable, prévisible, pour que l'éducation postsecondaire soit plus accessible, pour que la recherche soit plus à même d'être conduite en français notamment, et qu'elle soit évidemment plus abordable pour tout le monde. Alors, le nerf de la guerre, il est là. Je peux peut-être enchaîner si vous voulez. Donc oui, je suis d'accord avec une stratégie nationale qui, oui, pour consolider et développer, assurer des assises solides au niveau des établissements postsecondaires, mais aussi j'irais plus loin dans le sens pour aménager un espace francophone au niveau de la recherche. Ça prend presque, c'est une idée que je lance, là, il faudrait vraiment prendre le temps d'y réfléchir, un plan d'aménagement linguistique pour justement assurer un épanouissement de la recherche en français. Puis ça ne se fait pas nécessairement contre, comme Mme Montreuil l'a mentionné, contre la langue anglaise, mais c'est pour vraiment assurer qu'il y a une recherche qui puisse se faire, se partager, se diffuser aussi en français. Et puis ça implique plusieurs partenaires, des engagements aussi pour reconnaître l'importance d'avoir une diversité linguistique au niveau de la science. C'est important pour justement permettre aussi à la population d'avoir accès à la recherche dans sa langue, dans la langue de son choix, dans la langue officielle de son choix. Donc, moi, je vais dans le sens de M. Bélanger. Donc, aussi l'accès aux connaissances, pas seulement les conditions de production et de diffusion de la recherche, mais un enjeu aussi d'accès aux connaissances. Merci, M. Forgue. Madame Montreuil, vous aimeriez poursuivre? Oui, alors, entre les vœux pieux et les milliards auxquels a fait référence Carl, ben, j'aimerais bien les miracles et les milliards, en fait. Donc, un petit mot sur C13 et puis ensuite une proposition, une recommandation qu'on a faite, qui est une solution concrète dont j'aimerais parler. Alors, C13, nous aussi, on croise nos doigts pour que le projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais. La ministre Petitpas-Taylor, le 25 août dernier, nous a dit qu'elle souhaitait cette adoption d'ici Noël. Ce serait son plus beau cadeau. Ce serait un cadeau que j'apprécierais beaucoup aussi retrouver sur mon arbre de Noël. Pour plusieurs choses, mais il y a un élément absolument inédit dans cette loi-là que nous, on a accueilli et salué et dont on espère qu'il demeure dans la loi. C'est une phrase, toute petite phrase très importante, qui est celle qui demande aux institutions fédérales de prendre des mesures positives visant, je cite, à appuyer la création et la diffusion d'informations en français qui contribuent à l'avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline. Fin de la citation. Cherchez dans l'ancien projet de loi, vous ne la trouverez pas, cette phrase-là, et vous ne trouverez pas la mention de savoir scientifique en français. Cette mention, donc, selon nous, aiderait les institutions fédérales à comprendre le rôle qu'elles ont à jouer dans la vitalité de la recherche en français au Canada. Il serait donc crucial qu'elle soit maintenue. Que peut-on faire? Vous posez la question, Annie, quelles recommandations? Que peut-on faire? Je vous raconte une histoire qui, j'espère, va bien se terminer et qui est en route. Le 31 octobre dernier, on a recruté le premier directeur du service d'aide à la recherche en français au Canada. Donc à l'emploi de l'ACFAS. Il s'appelle Thierry Drapeau, je pense qu'il est derrière l'écran. Il y a 1 an et demi, à peine, quand on a déposé le rapport dont vous avez parlé, Annie, Éric était un des co-chercheurs avec une équipe comprenant Vincent Larivière aussi. La première recommandation qu'on a émise, c'est celle de la création de ce dit service. Et Éric, je te remercie. On doit le nom du service à une inspiration qui est venue en tête, je pense, en avril 2021.
Donc, ce projet est né il y a quelques années lors d'un colloque au congrès de l'ACFAS. On avait un panel qui réunissait un représentant de chaque conseil subventionnaire au fédéral et tous disaient vouloir recevoir davantage de demandes de subventions en français. Toutefois, des professeurs francophones qui travaillent en contexte minoritaire et qui se trouvaient dans la salle ont tout simplement levé la main en expliquant que dans leur cas, ce n'est pas possible de déposer des demandes en français car leur université ne le permettait pas ou ne pouvait tout simplement pas réviser une demande réalisée en français. Donc, les demandes pouvaient être produites, mais elles ne pouvaient pas sortir de l'université et se rendre au conseil. C'est simple comme problème. Il y avait un blocage. Le SARF va, on l'espère, travailler à rayer et à anéantir ce blocage. Donc, le SARF, le Service d'aide à la recherche en français, va offrir un soutien dans la préparation de demandes de subventions en français à des chercheurs qui n'ont pas accès à cette instance au sein de leur établissement. Il sera en quelque sorte un petit bureau de la recherche très flexible qui aura des partenariats avec différentes universités et qui va soutenir les chercheurs en échange. Donc, les services officiels, l'offre officielle du SARF va naître officiellement donc en 2023. On a quelqu'un déjà qui travaille très fort. Il nous manque un élément important pour nous permettre de déployer le service de façon progressive, certes, mais en l'installant dans la durée et la crédibilité. Il nous manque un financement du fédéral. Nous avons récolté plusieurs financements de différentes natures. On aimerait beaucoup que le fédéral nous appuie parce que ultimement, l'effet va être bénéfique pour les chercheurs, évidemment, qui obtiendront ultimement une subvention de recherche, mais pour les conseils subventionnaires qui, eux, vont recevoir davantage de demandes, ils vont pouvoir élever leur quota en matière d'acceptation de demandes rédigées en français. Voilà. C'est une excellente nouvelle et je souhaite la bienvenue à M. Drapeau qui se joint à nous aujourd'hui. Alors, je trouve que ça montre bien qu'il faut bien comprendre les problèmes pour être capable de trouver des solutions innovantes, mais il y en a des solutions qui existent. Alors, merci d'avoir partagé cet exemple-là. M. Diouf, je vous donnerai le mot de la fin pour ce premier tour donc, du panel. Oui, c'est très intéressant et je vais rebondir un peu sur l'idée de Sophie concernant le service d'aide à la recherche en français. Je fais juste le lien avec la recherche sur les revues, par exemple, sur les revues universitaires. Les revues offrent une excellente plateforme pour les chercheurs universitaires, notamment les chercheurs universitaires francophones, à rendre visible leur travail et à rendre visible leur travail sur un spectre extrêmement grand, extrêmement large et diversifié. Et une des destinations intéressantes, par exemple, du service d'aide, ce serait la traduction. Par exemple, avec le système des OJS maintenant qu'on trouve dans plusieurs universités à Laval, ici à McGill, à Toronto, etc., les Open Journal Systems, on peut les adapter dans les productions, dans les résultats de recherche en français. Bon, on peut avoir une interface en anglais. Et ces systèmes-là ont été conçus à la base en anglais. Alors, le fait d'associer ces deux recherches-là, de donner une possibilité à un système créé originellement en anglais, de lui donner une plateforme en français carrément, rejoint un monde extrêmement large et des chercheurs à tous les niveaux. Aussi bien, Karl parlait de post-secondaire, mais vraiment, c'est tout le spectre qu'il faut aller chercher. Depuis parfois la fin du secondaire. Parce que ce qu'on oublie, c'est que souvent l'intérêt à la littérature et à la langue française commence très tôt. C'est juste qu'on arrive, on amène nos élèves, nos étudiants à se stabiliser, à se spécialiser rapidement et sont obligés en bout de ligne d'aller chercher des documents en anglais. Alors, s'il y a des recherches de synthèse qui sont faites dans des revues avec les deux langues, je pense que ça réglerait énormément une partie du problème. Parce qu'une langue, pour qu'elle soit valorisée, il faut qu'elle soit visualisée. Il faut qu'elle soit interactive. Il faut qu'elle soit accessible. Et c'est exactement le nerf de la bataille. C'est pour ça que moi, je ne cracherai pas vraiment sur le financement. C'est le nerf de la guerre. J'ai vu qu'il y a un financement fédéral sur 12 millions de dollars sur 3 ans avec des programmes de stage jeunes. C'est excellent parce que ça valorise beaucoup la pratique orale du français. Et tous les programmes en immersion qu'on a également qui commencent vers les âges les plus jeunes. Sauf qu'il faut qu'il y ait une continuité plus harmonieuse
depuis les plus jeunes, vraiment jusqu'aux études universitaires. Et les diversifier parce que le problème ne se présente pas souvent de la même façon selon les domaines de recherche, selon parfois les statuts des chercheurs, selon également le public qui est visé par ces chercheurs-là. Donc, plus on va avoir des plateformes de vulgarisation en français, incluant parfois l'anglais, plus on va atteindre une cible plus grande. Et je pense que ça se joue là. Bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, ça met un terme au premier tour donc, de notre rencontre aujourd'hui. J'inviterai M. Miller à nous faire part de ses commentaires avant de passer dans un deuxième temps à ouvrir aux questions du public. Donc, M. Gabriel Miller, nous avons beaucoup parlé de l'importance du financement. Hein, on l'a bien dit, c'est le nerf de la guerre, ça prend des ressources. Mais j'aimerais vous entendre sur le rôle des organismes en but lucratif et de la société civile dans le soutien de la recherche en français. Comment est-ce que ça peut être pensé de manière indépendante ou complémentaire au soutien gouvernemental qui est si nécessaire? Merci beaucoup, Annie. Merci à tous les panélistes qui ont fait un bon job, je pense, en décrivant les défis et les solutions. Mais d'un point de vue d'une organisation non gouvernementale, je ferai 3 commentaires, un en français et 2 en anglais. En général, je pense que c'est important de dire que toutes les organisations pan-canadiennes ont une obligation d'embrasser et de promouvoir le bilinguisme. Et c'était une chose que je pense qu'on a parlé, c'était plus une priorité, je trouve, au passé. Je pense que ça doit être encore une priorité pour toutes les organisations pan-canadiennes. 2 other comments I just want to make and I think it's important for me to share them in English because I think it's important for Anglophones to be very conscious of our obligations and our opportunities in this area. One is in our advocacy as non-governmental organizations. It should be built into everything we communicate to government. And in our case, and in other national organizations' cases, in our communications with the federal government, the importance of building bilingualism into the investments that we're asking for and the policies that we're supporting generally. So this year, the Federation, along with many other associations, are seeking investments in graduate student scholarships and postdoctoral fellowships. And as part of that, we're emphasizing how important it is to respond to the specific needs of French-speaking early career researchers, and also to track how much of those investments are making it into their hands and whether it's supporting them in embarking on research careers in the language of their choice. And then secondly, a very practical thing, but I think it is something that organizations like ours and others can do, is to search out opportunities to work with French-speaking researchers, both because there are perspectives on issues that we can only get by working with French-speaking researchers, but also in many cases, they are the people best positioned to offer expertise on a broader issue. And I think by engaging researchers to produce research in French first, and then of course that could be translated into English for a broader audience, it's one way that organizations like ours can bring the best research forward, but also demonstrate a commitment to research in French. Merci beaucoup pour ces remarques importantes. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous. On va maintenant vous soumettre certaines questions qui ont été posées par les membres du public aujourd'hui, soit au moment de l'inscription ou dans le clavardage de la réunion. Alors, je vais commencer par une première question et le membre du panel qui se sentira le plus interpellé pourra réagir. Alors,
comment expliquer le fait que la grande majorité des articles scientifiques publiés soient en anglais? Selon vous, est-ce que les choses peuvent changer? Je n'ai peut-être pas l'explication, mais il y a tout un environnement d'évaluation qui encourage, qui reconnaît peut-être plus, pas peut-être, qui reconnaît plus les articles qui sont publiés dans des revues anglophones parce qu'il y a des outils de mesure. On sait que les outils de mesure, que le facteur d'impact, par exemple, va encourager des articles qui sont publiés dans certaines revues qui sont en anglais. Donc, c'est un environnement d'évaluation qui encourage, puis les chercheurs, ce sont des acteurs rationnels. Ils doivent maximiser le travail qu'ils font pour qu'il y ait le plus d'impact possible sur leur carrière, sur leurs projets, sur la recherche qu'ils sont en train de faire, sur les demandes de subventions. Donc, ils vont maximiser leur travail pour avoir le plus d'impact possible, puis ils vont selon c'est pour ça que quand je parle de changer les règles du jeu, en fait, c'est ça fait partie des règles du jeu. Comment est-ce qu'on évalue le travail des chercheurs? Comment est-ce qu'on mesure l'excellence? Donc, il faut questionner. Puis des gens comme Yves Gingras, Vincent Larivière ont fait un travail justement pour démontrer que ces mesures, ces facteurs d'impact, il y en a plusieurs qui ont leurs limites. Qui ont leurs limites, donc qui favorisent l'anglicisation de la recherche, entre autres. Et puis après ça, il y a les universités qui veulent aussi bien se positionner. Il y a tous les classements des universités qui encouragent aussi, c'est des mesures qui sont imparfaites, mais qui encouragent, dans le fond, certaines grandes universités anglophones. Mais c'est comme si on utilisait ces mêmes mesures-là pour nous pouvoir se positionner dans cet environnement, puis il faut peut-être se questionner sur les outils de mesure qu'on utilise. Est-ce qu'on doit les changer? Est-ce qu'on doit les abandonner? Est-ce qu'on doit en créer d'autres outils de mesure qui nous permettraient de mieux mieux reconnaître la contribution de la recherche en français? Des questions que je pose, là, je n'ai pas nécessairement les réponses. Avant de céder la parole à Mme Montreuil, il y avait une remarque d'un membre de l'auditoire qui allait tout à fait dans le sens de vos propos, M. Forgues, et cette personne se posait notamment la question à savoir quelle peut être la responsabilité des syndicats universitaires dans tout cela. Est-ce que vous voyez, soit vous ou d'autres membres du panel, un rôle que pourraient jouer donc les syndicats de professeurs universitaires? Ben, là-dessus, peut-être, c'est sûr que les syndicats ont un rôle à jouer pour négocier l'accès, pas seulement à la recherche, mais évidemment à l'appui nécessaire à la recherche en français. Pour les bibliothécaires, par exemple, les archivistes, etc. Alors, ça peut faire partie des négociations collectives et il y a des énoncés de principe que l'ACPU a mis en place pour aider les syndicats de professeurs à tenter d'obtenir ce genre de gain lors de négociations de conventions collectives. Alors, c'est sûr qu'il y a un besoin d'avoir la demande portée par les syndicats auprès des directions parce que les directions ne seront pas nécessairement sensibles à ça d'eux ou d'elles-mêmes pour des raisons que M. Forgues vient d'évoquer. Merci. Madame Montreuil, maintenant, vous aviez d'autres remarques concernant ce qui peut expliquer le phénomène aujourd'hui. Éric a parfaitement bien esquissé les limites auxquelles on arrive. Éric, tu posais la question, est-ce qu'on doit changer? Moi, je dis oui. Et je dis que si je mettrais l'hypothèse que les jeunes chercheurs, membres de la relève que moi je côtoie dans nos activités ont une approche, un discours, une volonté de diffuser leur recherche et une volonté d'avoir une utilité à leur recherche qui est très forte et qui, je pense, va peut-être tranquillement imposer un changement. Je voudrais aussi dire qu'on ne peut pas faire porter le poids de la difficulté de publier en français sur les individus. C'est absolument pas ça qu'on fait. J'espère que c'est pas ça qui est compris. À l'heure actuelle, le problème vient des institutions et de l'institution avec un grand I
qui n'aide pas et qui ne permet pas ou qui rend difficile certaines choses. Ce n'est pas les individus, juste un par un, qui vont réussir à renverser ça. On comprend tout à fait qu'un prof dise « je dois publier en anglais parce que j'ai besoin de ce pointage pour mon CV, etc. » Ce n'est pas sa faute. Il faut travailler sur autre chose et mettre de la pression sur les instances décisionnelles, sur les conseils. Il faut revoir les critères d'excellence. Et en fait, vous allez citer Vincent Larivière, il explique tellement bien. Le système à l'heure actuelle, en ce qui concerne les revues, c'est un système qui perpétue un modèle économique et un modèle symbolique qui dessert la recherche en français, mais la dessert dans toutes les autres langues. Il faut commencer à le dire, il faut commencer à apporter des changements parce que ultimement, il n'y en aura plus de recherche en français. Mais on ne change pas une institution du jour au lendemain. Un panel comme aujourd'hui peut faire réfléchir et peut amener à voir qu'on soit membre d'un syndicat, membre d'un établissement, prof, quel rôle on peut jouer dans l'analyse d'un système qui, moi, je pense, arrive à ses limites en sa capacité de générer de façon équitable de la nouvelle recherche et des nouveaux savoirs. Est-ce que tous les savoirs vont être en anglais? Ben, dans 50 ans, c'est pas ça que je veux, moi. Donc, il faut commencer à analyser ça et à déconstruire. Et là, on a besoin des gouvernements et là, on a besoin des instances. Les fonds de recherche du Québec sont en train de réfléchir aux critères d'excellence, de voir comment ils vont modifier ce qu'ils demandent aux étudiants, ce qu'ils demandent aux chercheurs lorsqu'ils font des demandes de subventions. Ça, c'est du concret. Pourquoi le font-ils, entre autres? Parce que le comité intersectoriel étudiant a sondé ses membres et il y a des demandes. Donc, c'est comme ça que les choses peuvent changer et qu'elles doivent, moi je dis oui, Éric, elles doivent changer. Vous montrez bien la nature systémique du problème. Et une des façons d'agir, c'est sur la relève. Sur la relève en recherche, il y a beaucoup de questions de l'auditoire qui touchent aux conditions de formation au cycle supérieur. Dans quelle mesure les professeurs d'université préparent-ils les étudiants et les étudiantes de cycle supérieur à devenir des chercheurs plurilingues, par exemple? Quels seraient vos conseils pour des jeunes chercheurs qui sont en processus de démarrer leur carrière et qui sont soumises à ce contexte-là? Il y a un risque. M. Diouf, allez-y. C'est un peu difficile, on parle de relève. La relève en recherche universitaire, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et les jeunes chercheurs sont extrêmement confrontés à cette dynamique-là, à quoi choisir. C'est pour ça, des fois, il y a de la débrouillardise là-dedans. S'ils sentent que l'enjeu de leur avancement dépend également d'une publication en anglais, d'une maîtrise parfois en anglais, alors ils ne vont pas demander l'avis de leur directeur de recherche ou de leur professeur, ils vont y aller tout seuls. Il y a énormément de débrouillardise de la recherche pour des enjeux d'accès également, pour des enjeux d'être reconnus dans le travail, d'avancer dans le travail. Alors là, et ça les dépasse complètement. On parlait de pourquoi on publie souvent en anglais, mais il y a un leadership anglophone fort et un leadership anglophone qui pose également des systèmes d'accès à la reconnaissance et également d'évaluation de ce savoir-là. Et non seulement c'est très fort dans les universités anglophones, principalement aux États-Unis, en Angleterre, mais également dans le reste du monde, qui s'alignent également de plus en plus sur le modèle anglophone et notamment américain, à cause également du leadership des universités américaines. Donc, nos jeunes chercheurs d'aujourd'hui sont conscients, ils voient ça. Ils ne veulent pas simplement une reconnaissance locale, provinciale. Ils veulent, on leur demande, on les encourage même, nous, comme enseignants, d'aller publier dans des revues internationales, dans des revues plus grandes, d'être polyvalents un peu dans leur recherche. Et tous ces conseils-là qu'on leur donne, mais les poussent finalement, non pas à laisser tomber le français, mais à avoir le français avec autre chose. Des fois, ce n'est même pas l'anglais, ça peut être l'espagnol. Donc, et c'est là où la question de la traduction également joue un rôle important. Là, on parle de comment le fédéral ou le provincial peuvent soutenir la recherche en français. Une des façons de le faire, c'est d'appuyer également le financement dans les traductions. Pouvoir, dans le service, pouvoir traduire vraiment un travail en français, mais en anglais, si c'est obligé de le faire, dépendamment du domaine. Pouvoir également, dans le service, avoir des formateurs peut-être de base en anglais. Pouvoir
dans les revues, avoir une dynamique des webmesses. Ça nous prend, on va de plus en plus vers les revues numériques. Mais ça prend des webmesses. Il faut les financer, il faut qu'ils gèrent, il faut qu'ils managent ces revues-là. Et s'il faut le faire dans les deux langues, il faut choisir la bonne personne. Donc, le financement fédéral, j'y reviens, et provincial, non seulement va être le nerf de la guerre, mais en même temps, ça oblige les chercheurs seniors de conscientiser les jeunes chercheurs qui arrivent à toutes ces problématiques-là, dont les enjeux les dépassent beaucoup. Oui, merci beaucoup. Monsieur Fogg, vous alliez aussi spontanément réagir à cette question-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou je donne la parole à Mme Montreuil? Oh non, vous pouvez aller avec Mme Montreuil, là, M. Diouf a bien Très parlé. bien. Mme Montreuil, on vous écoute. Version sombre, version lumineuse. Version sombre, l'ACFAS organisait un événement avec la relève en recherche, donc 200 étudiants, maîtrise, doc, postdoc, il y a 2 semaines à Trois-Rivières. Et j'ai entendu des étudiants discuter entre eux. Bon, il faut que je publie en anglais. Est-ce que toi, tu préfères écrire ton texte en français et le traduire ou est-ce que tu le rédiges directement en français? Donc, c'était très intéressant de les entendre débattre sur les avantages de l'un versus les avantages de l'autre, mais j'étais profondément catastrophée de les entendre être obligés de vivre avec cette obligation-là. Ils sont à la maîtrise là, ou au doc. Mais il ne faut pas baisser les bras. Je voulais en fait dire que si on soutient, revenons au cas des revues, on n'arrivera peut-être pas à détrôner des revues anglophones qui ont un prestige depuis des décennies. Ce n'est même pas un objectif à atteindre. Par contre, on peut mieux financer les revues francophones pour qu'elles acquièrent peut-être une visibilité plus grande sur la scène internationale et les doter de personnel permanent qui vont assurer une pérennité de la revue, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, on peut aussi on peut essayer de s'élever et que ça devienne de plus en plus intéressant de diffuser ces résultats de recherche dans des revues francophones dont la notoriété et la crédibilité existent déjà et elles pourraient gagner en prestige. Donc, il faut travailler le volet positif en quelque sorte. Quand l'ACFAS organise un concours comme ma thèse en 180 secondes, qui ultimement a une version internationale, bien là, on montre qu'il se fait de la recherche en français partout, en francophonie internationale. On donne des exemples de ce que c'est. Bien sûr, on parle des difficultés, mais on parle des possibilités et on parle des réalisations aussi. Donc, il faut, je pense, beaucoup auprès de toute la communauté, mais notamment des membres de la relève, leur montrer que c'est possible. On ne leur dit pas c'est facile, mais on leur dit c'est possible et vous avez une place. Et on travaille à maintenir cette place-là, à l'agrandir, à la consolider, sans se fermer aux objectifs et à des questions de est-ce que je traduis ou est-ce que j'écris en anglais? Moi, ça me jette à terre, cette question-là. Mais il faut donc ne pas ignorer la réalité à laquelle vous faites face vous-même, M. Diouf, avec des étudiants, des étudiantes au quotidien, mais il faut leur donner des exemples et nourrir la volonté, pas l'éteindre tout de suite, d'une certaine façon. Monsieur Bélanger, vous aimeriez poursuivre là-dessus? Oui, peut-être rapidement. C'est intéressant ce que Sophie disait parce qu'il faut reconnaître que si on écrit, puis après ça, on traduit, on augmente la charge de travail. Puis on augmente la charge de travail aussi pour les professeurs. Et donc, ça crée un problème systémique qui nuit à la relève, qui, pour toutes sortes de raisons, vont choisir peut-être la voie de la facilité, peut-être s'inscrire directement en anglais pour filer leur anglais. Donc, ça prend des incitatifs à la base pour que les programmes soient offerts, pour que la recherche soit faite dans un environnement qui est propice à ça. Sinon, on est dans un cercle vicieux et on arrive à une situation où bien, là, on a des problèmes de rentabilité comme à la Laurentienne, puis on va couper 30 programmes en français, puis là, bien, les étudiants en français n'ont pas de débouchés, donc se retrouvent dans des programmes en anglais ailleurs ou à la Laurentienne parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, à la base, il y a ça comme problématique auquel il faut réfléchir et auquel le fédéral doit agir. Là, lorsque dans le projet de loi, on dit on va protéger les institutions bien, et en faire la promotion, c'est ça aussi que ça veut dire.
il nous reste peu de temps, mais je tiens absolument à terminer par une question qui est récurrente également chez les membres de l'auditoire, qui sont des personnes qui parlent le français comme langue seconde et qui chercheraient aussi à contribuer à la publication plurilingue et à tenter leur chance aussi à publier en français et qui disent rencontrer des défis également lorsqu'ils essaient de publier en français. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous voyez des obstacles particuliers? Qu'est-ce qui explique que peut-être que les revues de langue française soient si exigeantes en termes de qualité de la langue et qui pourraient peut-être démotiver certaines personnes, qu'elles soient francophone, langue seconde ou langue première même? C'est pas une question facile. Allez-y. Allez-y. Mais c'est une question difficile, effectivement. Comme vous dites, si ces chercheurs-là ont le français langue seconde, il y en a qui sont très à l'aise en français, qui en font un choix. Ils ont une langue maternelle, parfois même le français est langue troisième. Ils ont décidé non seulement de faire leur production au sens général et leur recherche en français, mais souvent c'est un choix personnel aussi. C'est un choix personnel. On sait qu'on a la possibilité d'écrire, de publier, on veut dire en anglais ou en espagnol. On choisit le français et on se soumet aux règles de la revue, par exemple, aux règles éditoriales, aux règles protocolaires là, de la revue. Ils vont le faire. Et généralement, s'ils ne le font pas, c'est comme disait Carl tantôt, s'ils trouvent que c'est très difficile au plan linguistique, disons, simplement du protocole de rédaction, de la maîtrise du français, ils vont changer simplement de langue. Ils vont changer simplement, faire traduire leur texte. Donc ça, c'est un problème qui arrive en premier, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un problème de base, à la base d'un problème linguistique. Comment ces chercheurs, ces gens qui viennent, qui travaillent en français, qui publient en français, alors comment ils peuvent vraiment choisir d'écrire, de publier en anglais, par exemple, s'ils pensent que c'est plus facile de le faire que de le faire en français, alors que c'est un choix de cœur qu'ils ont pour le français, et que là, on se rend compte qu'il y a comme une étage, là, un montage d'obstacles qui est là, et qu'ils ne le font pas, que ça les décourage finalement de travailler en français. Je ne pense pas que ça soit vraiment institutionnel, c'est plus un choix de cœur, en tout cas pour les auteurs que je trouve là, notamment des auteurs francophones qui sont installés au Québec, par exemple, et qui travaillent. Ils parviennent à naviguer là-dedans, à le choisir et à avancer, même parfois, qui sont moins découragés qu'on le pense. Ils ont vraiment une décision d'aller de l'avant avec le français et ça réussit. Donc, souvent, on en a beaucoup de cas là. Par contre, le problème qui se pose, c'est plus, on le voit dans les provinces anglophones, c'est en lien avec l'état du français, avec vraiment la situation décroissante du français. On le voit beaucoup au Nouveau-Brunswick, où le phénomène commence plus jeune, où les jeunes ont de plus en plus de misère, on va dire, à écrire dans un français simplement correct. Le français est très impacté d'anglais, c'est lié à leur vie, on va dire, au quotidien. Mais c'est un problème qui se développe tellement de façon horizontale que le fait de choisir d'écrire en français exclusivement et en bon français devient extrêmement difficile pour eux. Et ça, c'est encore plus déchirant, parce que souvent, c'est des jeunes qui ont une partie francophone dans la famille au moins, qui habitent dans une région francophone au moins, qui ont des grands-parents francophones au moins, mais que l'anglais prend tellement de place que ça peut avoir une incidence de modification linguistique quand ils habitent au collège ou à l'université. Bien, merci, M. Dio. Vous montrez bien, pour terminer, comment ces questions doivent être considérées sur l'ensemble du continuum du parcours scolaire d'une personne et de sa carrière éventuelle, carrière universitaire, carrière scientifique. Et donc, ça nécessite absolument qu'on regarde ça avec un large spectre. Et moi, j'aimerais terminer en disant que aussi, d'autres personnes ont soulevé un intérêt pour aussi trouver des moyens pour accéder à cette littérature scientifique qui est publiée en français. De peut-être, on a parlé de traduction tout à l'heure, donc certaines personnes se demandent quels sont les meilleurs moyens
pour les anglophones afin de se tenir au courant de ce qui se publie en français. Donc, un défi peut-être pour nous, c'est de s'assurer qu'il y ait vraiment un dialogue qui puisse s'établir entre recherche menée et publiée en français et recherche publiée et dans d'autres langues, tout compte fait. Donc, de beaux défis pour les années à venir. Alors, je remercie très, très chaleureusement tous nos panélistes aujourd'hui d'avoir apporté vos réflexions à ces questions d'ultime importance. Et je remercie aussi les participants au webinaire de ce midi qui nous proviennent là, de partout à travers le Canada. Alors, on a été vraiment heureux de constater le nombre d'inscriptions et l'intérêt que suscite cet enjeu de la publication en français de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, en passant par le Québec, bien entendu. Alors, je remercie tout le monde. Je tiens aussi à préciser que l'enregistrement de l'événement sera disponible sur le site de la Fédération des sciences humaines sous peu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très excellente journée. À bientôt. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir.